Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, je suis avec Jean-François Camp. Bonjour Jean-François. Bonjour Marine. En quelques phrases, vous avez été photographe au ministère de l'Environnement à Téhéran. Vous avez ouvert un laboratoire photo professionnel en 1975. Oui. De retour en France, vous avez pris la direction commerciale du laboratoire Publiphoto avant de créer et diriger le laboratoire Dupont-Bastille pendant 34 ans. Et vous avez créé un espace photo du rêve, donc DUREV, dans le 7e arrondissement à Paris, où vous accueillez des expositions de photographie. Donc on aura plein de choses à dire, ça va être très intéressant. Pour commencer, pourriez-vous revenir sur votre parcours professionnel, en commençant par les origines, où est-ce que vous êtes né, en tout cas rapidement, quelle a été votre relation avec la photographie jusqu'à la création de la galerie? Alors c'est une longue histoire quand même, parce que maintenant je vais avoir 75 ans bientôt, donc vous avez quand même un long parcours. L'origine de ma passion pour la photo, en fait, elle vient comme beaucoup, d'un cadeau offert par ma grand-mère, d'un appareil photo. Je vais avoir 13-14 ans, pas plus. Et cet appareil photo, j'ai appris à le connaître. Je l'ai découvert un peu comme ça, petit à petit. Et très vite, je me suis rendu compte qu'avec un appareil de photo dans les mains, on acquérait une certaine contenance, une certaine disponibilité, une certaine attention, et surtout l'attention des autres. Donc cet outil, cet objet qui était un peu mystérieux au départ, m'a permis de franchir ces étapes un peu compliquées de l'adolescence, puisque tout d'un coup, ce petit boîtier me posait moi par rapport à moi-même et par rapport aux autres, et ça m'a permis d'échapper à toutes les turpitudes ou angoisses adolescentes où on se pose beaucoup de questions. Que vais-je faire, où vais-je faire, comment, avec qui, quoi, pourquoi, etc. À cela, c'est très vite lié la pratique de la chambre noire, qui est effectivement, quand on développe un film, il faut bien le développer d'abord, et ensuite il faut le tirer dans le noir, dans une chambre noire avec un agrandisseur. Et ce cocon de la chambre noire avec cette lumière orangée était un espèce de lieu un peu magique, chaleureux, et protégé, si bien que j'étais d'un naturel assez turbulent, j'étais pas un élève exceptionnel, loin de là, et c'est vrai que les études me pesaient un peu, et j'ai trouvé dans cette atmosphère de la chambre noire et cette action de prendre des photos des uns et des autres comme un remède à des incertitudes, qu'on peut avoir à cet âge-là. Et là, vous avez commencé un petit peu à faire de la photographie? Là, c'était très amateur. Je photographiais mes cousins, mes cousines, mes copains, les lieux où on allait en vacances, enfin mes parents, ça. Mais j'étais très fier de pouvoir offrir des tirages comme ça que j'avais fait au moment d'un déjeuner ou d'un après-midi, etc. Les gens étaient contents, et moi aussi. Et dans votre famille, il y avait des photographes? Alors, il n'y avait pas de photographe dans ma famille, mais ma famille était j'ai une famille assez cultivée, puisque mon père était journaliste et ma mère était attachée de presse, donc la photo, la représentation, l'image, etc. Mon père était critique de théâtre aussi, donc il m'amenait beaucoup au théâtre. Enfin, c'était des choses que j'étais baigné dans un monde quand même très 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 sensible à la culture, qui vivait un peu de ça. Et par exemple, j'avais un truc qui était formidable. Mon père, il ramenait tous les journaux à la maison, parce qu'il était rédacteur en chef, et donc toutes les semaines, il ramenait Match, l'Observateur, le Point, etc. Et moi, je découpais les photos qui m'intéressaient, plutôt dans Match, du reste. Je les gardais parce que c'était
des images qui m'avaient plu, alors soit par le sujet, soit par l'image proprement dit, et je les archivais comme ça. Je découpais les feuilles et puis je les gardais dans des dossiers et je les comme une espèce d'outil de regard qui me permettrait ou qui m'inciterait à faire mieux. Et ça, c'était très agréable. Et donc du coup, ça a été un début de formation, mais du coup, vous avez suivi après une école ? Alors non, en fait, oui et non. Enfin, tout d'abord, donc j'étais un peu après le bac. Je me suis trouvé, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'avais pas du tout envie d'aller à l'université. L'idée de rentrer à l'université m'était pratiquement étrangère. Donc très vite, je me suis dit, je vais faire de la photo. Je maîtrisais bien la technique, je maîtrisais le tirage. Je n'étais pas forcément un très bon tireur, mais je savais tirer des photos et la technique photo c'était très facile, quoi. J'avais aussi eu la chance de pouvoir acquérir du matériel un peu plus sophistiqué que le premier boîtier qu'on m'avait offert. Et donc, je commençais à m'intéresser aux objectifs, aux différentes formes de photos, et surtout, ce que j'allais en faire. Et j'ai eu très vite la chance d'être engagé comme photographe à la bibliothèque Forney. La bibliothèque Forney, c'est une bibliothèque, c'est à l'hôtel de Sens à Paris, qui cherchait un photographe pour faire des reproductions. Bon, c'était pas très rigolo, mais j'y allais tous les jours et je reproduisais, en fait, je refotographiais des plaques de verre. Bon, c'était pas très ludique, mais la bibliothèque elle-même était formidable, et donc petit à petit je me promenais dans la bibliothèque, qui est un bâtiment absolument extraordinaire, qui est près de la maison de la photo actuelle, de la MEP. Et j'y suis resté 1 an à reproduire des plaques de verre. Et ça me donnait un petit peu de sous aussi, ce qui me permettait non pas de gagner ma vie, parce qu'en fait j'habitais encore chez mes parents, mais d'acheter du matériel, de commencer à avoir une petite indépendance, de pouvoir m'offrir le restaurant quand c'était possible, etc. Et de là, j'ai eu un autre contrat qui était assez. Alors là, c'était un contrat qui était assez sur mesure, mais en même temps qui m'a ouvert les yeux d'un monde que je connaissais pas du tout. J'ai été engagé il y avait à l'époque c'était juste avant mai 68, en début de l'année, j'avais été engagé comme photographe pour la Maison des métiers d'art français. La Maison des métiers d'art français, c'était un truc formidable parce que c'était un organisme semi-d'État, enfin semi-professionnel. C'était je crois que c'est le ministère de l'artisanat. Il y avait un ministère de l'artisanat à l'époque qui voulait valoriser les métiers d'art français. Alors les métiers d'art, c'était quelque chose que pour moi tout était art et pas du tout. Et effectivement, il m'envoyait en province photographier des artisans d'art. Alors un artisan d'art, c'est quoi ? C'est un dinandier, c'est un potier, c'est quelqu'un qui fait des vitraux. Et donc j'allais. Alors j'ai commencé par la Bourgogne et je faisais tous les potiers de la Bourgogne. Et j'y passais. Je restais avec eux. Je restais pendant 3, 4, 5 jours avec eux. J'habitais avec eux souvent quand ils m'accueillaient. Ils avaient toujours un endroit pour dormir. Et je voyais comment ils travaillaient la terre et comment ils faisaient tout le process de fabrication d'un pot. Et à la fin, je photographiais aussi les œuvres finies. Donc c'était à la fois une découverte du métier, si je puis dire, mais aussi une découverte humaine, parce que je me trouvais avec des personnalités, avec des gens d'une personnalité forte, qui étaient cultivés, qui étaient intéressants, qui étaient passionnants, qui étaient maîtres dans leur métier, donc qui étaient reconnus, et qui avaient un nom, etc. Et moi, j'étais un jeune photographe, je buvais leurs paroles, je les regardais, je me rappelle avoir passé des nuits entières à attendre que des pots soient cuits à la bonne température, si je puis dire. Et après la Bourgogne, je suis descendu dans le Midi, on m'a envoyé dans le Midi, et puis en Bretagne. Enfin, je me promenais avec je partais en reportage, en quelque sorte. Et je passais d'un caractère, d'une personnalité, d'un métier à l'autre que je découvrais en même temps que je faisais mes photos.
Et c'était dans quel but? C'était pour faire... Alors le but de la Maison des médias français, c'était un but tout à fait noble. Il s'agissait de créer à l'échelon de l'Europe déjà. Donc c'est quand même dans les années, je me rappelle, c'était en 67-68. C'est juste avant les événements 68. De créer une photothèque à l'échelon européen des artisans pour la diffuser à Bruxelles. Pour que dans les pays d'Europe, on sache qu'à tel endroit, il y a tel artisan qui fait tel type de potier, tel type de produit, tel type de réalisation, et que donc ça fasse une espèce d'annuaire, et qu'on puisse organiser des expositions, mais aussi pour que les gens sachent qui ils sont, où ils sont, comment les trouver et comment acheter éventuellement leurs produits. Donc c'est tout à fait passionnant parce qu'en fait j'apprenais mon métier et je le faisais dans des conditions tout à fait agréables et en même temps j'apprenais énormément de choses, à la fois sur le plan humain, sur le plan culturel aussi, sur le plan esthétique, sur le plan une éducation formidable. C'est à cette époque-là que vous êtes parti à Téhéran ou il y a eu entre-temps... Non. Alors après il y a eu. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait en 1968, il y a eu les événements que tout le monde connaît et je me suis trouvé complètement démuni, puisqu'en fait la maison des métiers d'art a été arrêtée. Il y a eu alors j'ai suivi les événements, comme j'étais photographe, donc je cavalais dans les manifestations, j'essayais de me rapprocher des étudiants, mais j'étais pas étudiant, donc c'était un peu compliqué, mais j'étais pas vraiment photographe non plus. Donc c'était aussi un peu compliqué, je me sentais pas un photographe de presse parce que je connaissais pas, j'avais pas expérimenté ce type de prise de vue. Et j'ai vécu mai 68 sur le plan personnel et comme une grande fête assez ludique. Et puis les événements sont tassés. Et j'ai pas fait de grandes photos des événements proprement dit, bien que j'ai suivi beaucoup de manifestations. J'ai suivi comme beaucoup de gens, j'ai suivi le train. Et il s'est passé que j'ai perdu mon job parce qu'en fait la maison de des métiers s'est arrêtée, ils n'ont plus de budget de l'État et mon père à ce moment-là m'a dit écoute, puisque tu es un peu en rideau, si tu veux essayer de faire une école, profites-en pour faire une école. Et il m'a dit je trouve là et puis tu me diras voilà ce qui. Et effectivement, alors j'avais pensé au début aller à Vevey puisque c'était l'école par excellence de Jean Loussière que j'aimais beaucoup. Vevey, mais Vevey, c'était la Suisse, c'était un peu compliqué. Il y avait une école à Paris aussi, mais il fallait avoir fait Mathelem. Moi, j'ai pas fait Mathelem, j'avais fait philo, donc je pouvais pas aller à. Mathelem, c'était mathématiques. Mathématiques élémentaires. C'était une très bonne école du reste, l'école de Lumière. Enfin, c'est Lumière, c'était l'avant Lumière, quoi. C'était l'école nationale de la photographie. Et après, il y avait une école à Londres qui m'avait plu. Puis en fait, j'en ai trouvé une à New York. Et je me suis dit, tant qu'à faire. Partons. Et je suis parti début 69, pendant l'hiver 69 à New York et à l'école à la School of Visual Art. C'est une très bonne école de New York. C'était un cursus de 3 ans. Et là, j'ai passé 3 ans aux États-Unis. La première année, c'est un peu difficile parce que je parlais pas très très bien l'anglais. J'étais un peu déboussolé. J'étais tout seul. Je savais pas trop comment m'y prendre. Mais bon, finalement, dans la vie, on se fait à tout. Et ça a été là aussi une révolution à titre personnel, puisqu'en fait, à Paris, j'étais quand même dans une famille assez aisée, dans un cocon, tout était un peu assez facilité. Et là, je me suis retrouvé comme un migrant. Et il fallait que je me démerde. Et ça s'est très bien passé finalement, puisque j'ai fait mon école. Et à la fin, la dernière année, j'ai eu un scholarship, c'est-à-dire que l'école m'a été offerte. Et mon père était très content, il m'a donné une somme d'argent pour que je fasse le tour des États-Unis en 1971. Je suis parti faire le tour des États-Unis en autostop. En autostop. Ah. C'est-à-dire en mettant ce au coin de la rue et d'arrêter les gens pour qu'ils m'amènent jusqu'en Californie. Ce que j'ai fait tout le tour des États-Unis pendant 2 mois. C'était un projet personnel, c'était. Oui, c'était la continuité. Les États-Unis, je connaissais New York, j'étais un peu allé à Chicago, etc. J'étais allé à Boston. Mais la Californie, je connaissais pas. Et pour moi, d'aller en Californie, c'était le rêve, quoi, de tout le monde. Et c'était la période Woodstock, c'était la période
c'était la belle époque hippie, enfin où tout le monde était vachement gentil, enfin, c'était très cool. Et c'était pour vous ou c'était dans un but de le montrer, faire un livre, le donner pour la presse, ou c'était vraiment... J'étais un but de cette école de photo, de street photographie, comme on appelle, c'est la photo de rue, où on capte des images comme ça, au gré du vent, selon les circonstances, selon les rencontres, selon les lieux où on se trouve, selon l'heure, selon la lumière, etc. Et donc, c'est une déambulation un peu comme ça. Enfin, je savais où je voulais aller, mais je me suis beaucoup promené en me laissant guider plus par des lieux que par des objectifs particuliers. J'ai fait beaucoup de parcs nationaux. J'ai remonté toute la Californie jusqu'à Seattle. Enfin, je suis redescendu après jusqu'à Denver. Puis je suis parti par Chicago. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait aussi de l'autobus parce que des fois il y avait des endroits où c'est difficile de trouver des voitures qui vous prennent. Mais l'idée c'était donc de faire un tour des États-Unis, de ramener le maximum de photos possible. Et après le but c'était de... Vous avez déjà un petit peu une idée de... L'idée, c'était effectivement de rentrer avec un book photo, pouvoir le montrer, enfin, pouvoir arriver avec des pièces, enfin, des trucs à présenter à des éditeurs, éventuellement. Et là, quand je suis rentré, j'ai eu un très bon contact avec Roger Théron, qui était le directeur de Paris Match et surtout du magazine Photo, qui m'a dit bon écoute, je lui ai montré mes photos, il a été sensible, en tout cas il m'a pas claqué la porte au nez, au contraire, et il m'a demandé de travailler avec un rédacteur de photo magazine qui s'appelait Georges Bardawil, qui était un type assez extraordinaire, qui avait été photographe et qui m'a pris en main et qui m'a dit donc voilà, maintenant il faut faire ça, il faut faire ça. Et j'ai commencé à travailler avec lui, il me guidait dans mes choix, mais non seulement dans mes choix, mais il me jugeait mes photos tout le temps, quoi. Alors c'était le cas à l'école, mais à l'école c'était théorique, on parlait beaucoup plus de psychologie que d'image au sens propre. Alors que Bardawil, il était rédacteur en chef du magazine Photo, et lui, il savait ce que je devais montrer pour qu'il lui puisse le publier. Bon, j'ai pas publié photo. Mais par contre, j'ai écrit et j'ai fait un reportage pour eux, mais écrit, Théron m'avait envoyé faire un truc sur un festival, je suis pas sur un festival, sur un salon photo, il m'avait dit vas-y, va voir, et puis raconte-nous ce que tu as vu. Donc j'avais écrit, j'ai été publié en tant que journaliste, alors que j'étais plutôt photographe. Voilà. Bon, c'était le seul truc que j'ai fait avec les photos. Puis après, en fait, pour être plus précis, aux États-Unis, j'ai rencontré la femme de ma vie, en fait, qui était une Iranienne, qui était à la Parsons School of Design, elle faisait de la peinture et du graphisme. Et en même temps, j'ai découvert à la fois les États-Unis, mais aussi j'ai découvert l'Iran, puisqu'en fait ma femme est iranienne. Enfin, mais elle n'était pas encore ma femme, elle était iranienne. Donc on est devenu amoureux, si on peut le dire. Hein. On est toujours mariés avec elle. Et elle était pas plus jeune que moi, donc elle continuait son école, et moi je suis rentré à Paris. C'est à ce moment-là que j'ai travaillé avec photo, et j'ai essayé de me glisser dans le moule de Paris Match, mais sans y parvenir. Et un jour, on a décidé de se marier, donc je me rappelle très bien, j'ai été voir Bardawil, donc qui était mon mentor, et j'ai dit écoute, Georges, je vais me marier. Alors il m'a dit mais t'es complètement fou, quoi, pourquoi tu vas te marier, tu peux pas être photographe et te marier, ça n'a pas de sens, etc. Et puis, alors, voyant mon interrogation et ma surprise, il me dit à moins qu'elle soit très riche. J'étais tellement déconcerté que pour pas perdre la face, j'ai dit mais oui, elle est très riche en plus. Alors il m'a dit bon alors c'était pas exactement le cas, mais enfin elle n'était pas pauvre non plus. Donc on s'est marié à Téhéran en 1972. J'ai fait un mariage absolument extraordinaire dans une très bonne famille iranienne, un mariage à l'iranienne, où toute ma famille est venue. Enfin c'était un gros raout et voilà, c'était comme ça que j'ai atterri en Iran. Vous avez décidé d'y rester? Ah, j'ai pas décidé d'y rester. Au départ, on s'est marié au mois d'août et je pensais rentrer au mois de septembre pour reprendre
boulot, quoi. Enfin, mais trouver des... Et là, mon beau-père, qui était bien placé, m'a dit, mais pourquoi vous restez pas ici? Il y a plein de boulot. C'était dans les années 72, donc il y avait eu le boom pétrolier, l'Iran était en pleine expansion. Pourquoi tu travailles pas ici en France? Enfin, en Iran, pardon. Et là, j'ai dit, oui, d'accord, mais oui, quoi faire? Oui, pourquoi pas? Mais je peux pas rester comme ça. Je suis marié, il faut que j'assume la famille. Et il m'a dit, écoute, je vais voir. Moi, j'ai dit, bon, on verra bien, mais moi, en septembre, si j'ai rien trouvé d'intéressant, je me rentre en Paris. Et un jour, il arrive, tout fier, et il me dit, j'ai trouvé un boulot pour toi. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Il me dit, j'ai rencontré aujourd'hui le directeur du département de la protection de l'environnement, qui dépend du Premier ministre. Et c'était l'un des premiers ministères de l'environnement, et à Téhéran, ils avaient tout de suite embrayé le pas. Et en fait, c'était assez malin parce que c'était en fait ce qui correspondait aux eaux et forêts, c'est-à-dire les gardiens de chasse, les gardiens de pêche, les gardiens de tous ces trucs-là. Et en Iran, c'était très très bien structuré, toutes ces protections surtout pour la chasse et la pêche, un peu comme en France du reste. Mais là, il y avait une organisation très très rationnelle et très très structurée. Et il me dit, ils ont besoin d'un photographe pour montrer ce qu'ils font et montrer aussi l'Iran et la pollution en Iran, parce qu'il commençait aussi à avoir de la pollution en Iran. Alors là, je suis resté bouche bée, j'ai dit, oui, là, c'est vraiment intéressant. Et donc j'ai rencontré le directeur, qui était un type absolument extraordinaire. Et donc j'ai commencé comme étant photographe du ministère de l'Environnement à Téhéran. Et alors là aussi c'était assez extraordinaire, parce que j'avais les quartiers libres, je faisais ce que je voulais, j'avais une voiture et un chauffeur, une Land Rover. Et je partais où je voulais, quand je voulais, le temps que je voulais, et j'explorais l'Iran de fond en comble, avec des moyens que personne ne pouvait avoir, puisqu'on avait même un avion, on avait des voitures, on avait des bateaux, j'avais tout ce que je voulais au moment où je voulais. Donc j'ai fait pendant 3 ans, j'ai travaillé en Iran au ministère de la protection de l'environnement. Et après, du coup, en 75... Alors, en 75, j'ai monté un labo, parce qu'en fait, j'étais très embêté, parce qu'en Iran, il n'y avait pas de labo. Moi, je travaillais en Kodachrome parce qu'il n'y avait pas de labo, qui était développé en Suisse. Développé en Suisse, donc vous envoyez les... On envoyait les films à développer en Suisse, et donc il y avait un délai de réaction très très long. Ça prenait 3 semaines pour recevoir ces films. Je faisais du noir et blanc. Alors le noir et blanc, je le faisais moi-même. J'avais monté une chambre noire. Mais le négatif couleur, c'était pas du tout ma tasse de thé, je savais pas trop l'utiliser, c'était pas un film que j'aimais, mais j'en faisais un peu parce que en Iran, c'est la seule chose qui développait. Et donc en 75, j'ai pensé monter un labo professionnel, parce que faute de moyens. Et je savais que le nouveau film Kodak Ektachrome, avec le traitement E6, qui était un traitement tout à fait, enfin qui était très très moderne, puisqu'en fait il était accessible à de nombreux laboratoires sans forcément avoir des volumes importants de développement. Donc il y a eu plein de laboratoires qui sont créés en France, mais aussi partout, et j'étais le premier labo qui a monté de développement de films Ektachrome à Téhéran en chimie E6. Il y avait d'autres photographes comme vous qui étaient à ce moment-là à Téhéran, ou c'était au début vraiment juste pour vous? Au départ, je l'ai fait pour moi, mais il y avait quand même pas mal de photographes en Iran. La photographie était très bien implantée en Iran, parce que historiquement, les chats d'Iran, enfin les chats d'Iran, ça fait drôle. Les empereurs d'Iran, on va dire, c'était tout de suite passionnés pour la photographie, et il y avait une tradition de photographes de cour, alors des photographes qui étaient plus des portraitistes, qui avaient suivi le Shah, qui était le photographe du roi, et c'est beaucoup d'Arméniens, des Russes aussi, des photographes russes qui étaient venus en Iran et qui photographiaient avec les gens importants. Et donc il y avait une tradition photographique en Iran. Et il y avait des photographes iraniens qui étaient très 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 bons. Très très bon. Moi, j'en ai connu plusieurs. Et du coup, avec le développement du film Ektachrome et du process E6, j'ai pu tout de suite avoir une clientèle de photographes iraniens. Alors il n'y a pas des centaines, des milliers, mais c'était une petite unité, donc ça allait très bien, quoi. Vous avez changé de métier à ce moment-là. Vous êtes devenu... J'ai devenu un peu... Oui, c'était un peu compliqué, parce que, en fait, en plus, j'ai quand même été très, très, très original dans mon idée
idée, parce qu'en fait, j'ai fait du développement hectare qu'on faisait en 2 heures et qu'on pouvait donc voir ses films et son résultat immédiatement. Et surtout, on pouvait tester le film aussi, on pouvait pousser son film, ce qui était très important. Et puis, j'ai inauguré avec un procédé qui était extrêmement valorisant, qui s'appelait le Cibachrome, qui était un grand procédé chimique suisse, de Ciba-Geigy. Et là, d'après les hectares, on pouvait tirer en positif des tirages de plus ou moins grand format, sur papier, couleur, super brillant, c'était absolument somptueux, les couleurs étaient très fortes, très denses. Et là, effectivement, j'arrivais avec un produit à la fois extrêmement valorisant, extrêmement beau, extrêmement cher, faut le reconnaître parce que c'était un produit cher, et que au départ personne ne comprenait, puisque eux, on trouvait des tirages à l'équivalent d'1 euro, et en fait, moi, je les vendais 100 euros, quoi. Mais j'y arrivais, parce que c'était le seul procédé, en fait, qui permettait de faire des tirages directement d'après un film positif. Et donc, j'ai insensiblement mis le doigt dans l'engrenage du laboratoire, sachant qu'au départ, c'était formidable, parce qu'en fait, je pouvais présenter le résultat de mon travail immédiatement, immédiatement dans le lendemain, quoi, comme ça. Et là, j'ai acquis tout de suite une clientèle très importante, notamment une clientèle industrielle. Et en fait, j'avais quitté l'environnement, et là, je marchais très fort en photo. Et vous faisiez plus trop de photographie à ce moment-là? Si, non, je continuais de faire la photographie, je continuais. Et non, j'avais réussi au départ, j'avais une clientèle de gens que je connaissais, ou alors plutôt des Français, des sociétés françaises. Et puis très vite, le fait que j'ai une belle famille iranienne, j'étais un peu entre les deux. Et très vite, les Français m'ont beaucoup aidé. Mais après, très vite, j'ai pris des clients iraniens. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup de photos pour les entreprises iraniennes. Donc j'ai vraiment, sur le plan photo, j'étais vraiment je sais pas si c'était le meilleur, mais en tout cas, j'étais celui qui avait le plus de boulot en Iran. Par contre, j'étais pas très bon en pub. J'étais pas un photographe de pub, j'étais plutôt un photographe industriel, mais par contre, j'avais une passion, c'était la photo humaine. Et ça, je l'avais découvert avec l'environnement, quand je partais dans les provinces, à courir l'Iran, partout. J'adorais faire les photos des gens. C'était ma passion, de rester avec eux, de rester parler avec eux, de discuter, faire des photos, comme ça, des nomades, des gens qui travaillaient. C'était résurgence dans le travail que je faisais avec la Maison des métiers d'art français. Et j'aimais être chez les gens, j'aimais parler avec les gens, j'aimais faire des photos comme ça, mais en prenant le temps de les faire, pas comme ça à la sauvette. Là, c'était plus des photos de rue, c'était des photos de personnes. Je fais ça. Ça, c'était mon jardin privé, pas secret, mais privé. Et c'est ce qui m'a toujours le plus intéressé. Et pourquoi vous êtes revenu en France? Pourquoi vous n'êtes pas resté En fait, je pensais pas rentrer, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une révolution en Iran. Alors après mai 68, j'ai eu la révolution iranienne. Alors la révolution iranienne, c'est la révolution islamique. C'était pas drôle du tout. Enfin, c'est pas drôle du tout. Il se trouve que les Français à l'époque étaient plutôt bien vus, donc je suis resté pendant la révolution iranienne. Je suis resté jusqu'à bien après le départ du Shah. Je suis resté en Iran jusqu'à la guerre, le déclenchement de la guerre avec l'Irak, qui a eu lieu en septembre 80. Et là, le pays s'est fermé, tout est devenu très compliqué. Pour avoir des produits chimiques pour le laboratoire, c'était plus possible. Les prises de vue, plus personne m'en demandait, parce qu'en fait, les gens avaient la tête ailleurs, et je les comprenais. Évidemment, la révolution iranienne et la révolution islamique, elle m'a pas vraiment, c'était pas vraiment mon truc. Mais les gens étaient, moi, je me suis toujours très bien entendu en Iran. Entre-temps, j'ai été complètement intégré à la société iranienne, puisqu'en fait, j'avais eu 2 enfants qui allaient à l'école. J'étais comme ce qu'on appelle un expat. Mais j'étais de 2 côtés, c'est assez amusant. Et donc, retour à Paris. Retour à Paris en 81, avec l'arrivée de Mitterrand, c'est assez rigolo. Grand enthousiasme, parce que tout le monde était on sortait
Pour la première fois, on avait un président socialiste, c'est assez rigolo. Moi, j'étais pas spécialement socialiste, mais bon, c'était, après tout, il y avait un renouveau qui était salutaire. Et mais je suis arrivé, j'avais plus rien, enfin j'avais plus de labo, et puis je connaissais plus personne, j'avais perdu un peu complètement le fil avec la société française que j'ai connue avant, parce que je restais quand même 9 ans en Iran. Donc le seul boulot que j'ai trouvé, c'était donc dans un laboratoire qui s'appelait Publiphoto, ils m'ont pris sur ma bonne tête, ma connaissance de la technique et du métier, et qui m'ont dit, mais pourquoi vous ne seriez pas commercial? Alors commercial, moi je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'avais pas tellement le choix. J'ai dit, mais je veux bien essayer parce que j'ai une femme et 2 enfants à nourrir, il faut absolument que je me bouge si je voulais, enfin voilà. Et en fait, c'était vachement facile d'être commercial photo à l'époque. C'était vraiment on utilisait la photo beaucoup la photo. Toutes les entreprises utilisent la photo massivement pour la communication interne, externe, pour la PLV, etc. Et très vite, j'ai commencé à me répandre dans le milieu photo assez facilement. Donc en tant que commercial, vous deviez trouver des entreprises plutôt qui avaient besoin de tirage, de développement, du pli, de panneaux pour faire de la publicité sur les lieux de vente. Et en fait, très vite, je suis tombé sur une société qui m'a porté toute ma vie, c'est la société Chanel. En fait, chez Chanel, ils utilisaient massivement la photo pour toute leur com, leur publicité dans les parfumeries, dans les aéroports, partout. Et là, ils m'ont pris à la bonne et ils étaient extrêmement soucieux de la qualité. Et je peux dire que Chanel m'a accompagné toute ma vie professionnelle. La maison Chanel, ils ont été absolument extraordinaires. Pour moi, ils ont été c'est eux qui m'ont guidé dans le labo, c'est eux qui m'ont permis et poussé à aller au-delà de mes compétences, si je puis dire. Et très vite, je me suis répondu au labo, et là, le labo m'a complètement pris, effectivement, et j'ai arrêté de faire des photos. Et pourquoi vous avez voulu lancer votre propre laboratoire parce que Bastille? Parce que vous savez comment ça se passe. Quand on a du succès en tant que commercial, au bout d'un moment, on voit que le chiffre d'affaires que vous produisez dans le laboratoire, il devient tellement considérable que c'est presque vous qui faites le boulot, enfin qui alimentez le laboratoire. Le laboratoire Publiphoto était un des plus gros labos à l'époque de Paris, avec Centrale et Picto. Il y avait ces 3 plus gros labos. Et Publiphoto était dirigé par un monsieur qui s'appelait Raymond Favry, qui s'est tué en voiture pendant que j'étais donc commercial pour lui, et c'est sa femme qui a repris le laboratoire. Et cette femme, elle était fantasque, c'était elle qui avait tout fait alors qu'elle connaissait rien à la photo. C'était son ancienne secrétaire en fait, qu'il avait épousée, mais il s'entendait pas tellement bien avec elle, et elle était très vite, elle s'est pris son mari n'existe. Dès qu'elle a pris le pouvoir dans le laboratoire, c'était elle. Moi, ça me mettait assez mal à l'aise. J'étais celui qui faisait le plus gros chiffre. Et tout d'un coup, je me suis dit, après tout, pourquoi pas me voler de mes propres ailes. Voilà. Donc et là, j'ai rencontré un type qui était assez formidable, avec lequel je me suis vraiment bien entendu. Pascal Hérode avait monté un laboratoire qui s'appelait Dupont à Montmartre. Et c'est un petit labo tout petit qui faisait exactement comme moi, comme ce que j'avais fait à Téhéran, c'est-à-dire développement 6, noir et blanc et cibachrome. Et j'avais travaillé un peu avec lui, on était devenus assez amis, au moment où j'étais encore en moitié photographe, moitié à la recherche du boulot. Et Pascal, il était très très jovial, il était intelligent, il était vraiment un type vraiment épatant. Et il m'a dit, tu veux pas monter un laboratoire avec moi? Et en fait, c'était mon associé, on l'a monté le Dupont Bastille, qui était, en fait, il y avait Dupont Montmartre qui était à Montmartre, qui était plutôt très axé photographe de presse essentiellement. Donc c'était E6, alors c'est Cibachrome au début, puis après c'était Kodak.
noir et blanc. Et moi, à Publiphoto, par contre, j'avais découvert le traitement développement d'après négatif, le C41. Et là, on faisait des grands, à Publiphoto, j'avais appris un truc, c'est qu'on pouvait faire des très grands tirages pour mettre dans des caissons lumineux. Ça s'appelait du print, en fait. Et le print, c'était un support film de chez Kodak qui se développait en C41, donc avec la chimie négative. Donc on faisait des internégatifs et on pouvait faire des grands panneaux pour les parfumeries ou les Chanel, et pour Chanel en particulier, notamment dans les aéroports. Et là, je ne dis pas que j'étais plus malin que les autres, mais j'ai compris très très vite que le grand format c'était un truc formidable et que c'était beaucoup plus intéressant de faire des grands formats que des petits formats, que la publicité dans les lieux prestigieux comme les aéroports, les grands salons comme de tax free à Cannes et des choses comme ça, utilisaient massivement ce produit de caissons lumineux où vous voyez des images qui sortaient comme ça à travers la lumière. Et ça, j'ai très vite compris que c'était un truc en devenir. Et je me suis rapproché d'une régie publicitaire qui s'appelait Aéroport de Paris, qui gérait tous les aéroports de Paris et de France en fait, et même en Corse, etc. Et là, par ce biais, j'ai réussi à décrocher tous les grands parfumeurs, tous les grands fabricants de produits cosmétiques, parce qu'en fait, je faisais des tirages en grand format, et donc de Chanel, je suis passé à Saint-Laurent, à Cartier, à Hermès, etc. Et là, j'ai devenu un grand laboratoire. Ouais, donc là, c'était les clients, c'était directement les marques, quoi. C'était pas les photographes, je veux dire. Alors, il y avait les photographes toujours, parce que c'était quand même la base de mon métier, mais le chiffre d'affaires était fait avec directement avec les grands annonceurs. Enfin, on appelle ça des annonceurs, mais c'est des grandes marques, en fait. Et sur les 34 années chez Dupont-Bastille, est-ce que vous avez vu des évolutions? Est-ce que vous avez fait un petit peu moins de grand format, plus de grand format, du noir et blanc? Est-ce que vous avez vu des évolutions? Oui. Il y a eu une évolution. Oui, effectivement, il y a une évolution technologique qui petit à petit s'est développée. Par exemple, il y avait une technique qui maintenant qui se fait plus parce que c'est plus l'époque, mais à l'époque il y a eu une évolution assez rigolote. C'était le développement des films E6 en négatif, je crois. C'est le contraire. C'était ça s'appelait le tirage inversé, le développement inversé. Donc ça donnait des couleurs, des rendus de couleurs très 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 contrastés. Et il y avait un type que j'adorais, en fait, il y a un très grand photographe qui s'appelait Mondino. Mondino, il faisait ça et c'était spectaculaire. Et après, on tirait les photos d'après. Et là, on a fait par exemple, avec Mondino, on a fait toutes les photos de toutes les campagnes qu'il a fait avec Madonna. Et ça, c'était assez marrant de travailler avec un type aussi formidable que Mondino sur des sujets comme ceux de Madonna, qui était à l'époque la star par excellence, quoi. Et du reste, elle est venue au laboratoire, c'était spectaculaire, quoi. Elle a bloqué la rue, c'était une émeute. Non, tout ça, c'était assez marrant. Mais bon, alors c'était une évolution un peu technique, le tirage croisé. Puis après, il y a eu aussi petit à petit, il y a eu les tireuses. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des appareils qui permettaient de tirer en quantité des photos, en les numérisant à la base. On tirait sur du papier photo, mais avec d'après un fichier numérique. Là, ça a été la révolution. Il y a eu la révolution, donc ça s'appelait les lambda. On partait d'un fichier et là on jouait en papier photo, mais en contrôlant le contraste, la chromie, la couleur, et le point. Le point, c'est-à-dire le pixel. À l'époque, en photo, le point était rond, en pixels, ils étaient carrés. Mais on pouvait passer du noir et blanc à la couleur sur le même papier. On pouvait augmenter le contraste d'une partie de l'image.
On pouvait densifier une autre partie, on pouvait densifier un ciel par exemple qui nous paraissait un peu fade, on pouvait le remonter, etc. On pouvait travailler sur les... Après il y a eu la retouche numérique qui s'est greffée là-dessus, donc on pouvait changer les yeux, on pouvait changer la bouche, tout, enfin on pouvait trafiquer un maximum de flux. Ça c'était des évolutions technologiques qui ont donné à la photo une capacité de communication, enfin c'est devenu un outil extrêmement sophistiqué et performant en plus. Vous pensez que c'est les révolutions technologiques qui ont modifié la photographie ou c'est, entre guillemets, les photographes qui ont imposé à la technique? Non, c'est la technologie qui a imposé aux photographes. Les photographes, c'était quand même un truc assez simple. On faisait des prises de vue, alors soit en noir et blanc, soit en couleur. On travaillait son cadrage, évidemment, il faut que sa lumière soit bonne. Mais le photographe, et puis on avait un agrandisseur qui durait, un agrandisseur c'était incroyable, c'était inusable, c'était un truc tout bête, et on pouvait tirer des photos en fonction de la qualité de l'image. Il n'y avait pas beaucoup de moyens on pouvait un peu contraster l'image en fermant un peu en fermant le diaphragme de l'objectif. Mais si on avait des bonnes lumières, la photo était relativement bonne. Si la lumière était mauvaise, c'est beaucoup plus difficile à tirer. Mais c'était un outil qui avait peu de souplesse, en fait. Alors que dès qu'il y a eu le numérique qui est arrivé, c'est-à-dire la numérisation des fichiers, des films, des photos, enfin, là, tout d'un coup, on pouvait jouer sur plein de choses, puisqu'on pouvait mettre des différents éléments dans la même photo, la modifier, la recréer. Et là, il y a eu toute une génération de photographes plasticiens qui sont nés du numérique, de l'image numérique. Et ça a été un défi, ça a été absolument incompréhensible, quoi. Au départ, on n'aurait jamais imaginé. Mais la technique a transformé le métier. Et les photographes aussi. Et donc après, vous avez lancé votre espace photo, votre galerie du rêve. Alors ça c'est vraiment la fin. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que très vite dans le laboratoire, quand j'ai commencé Dupont-Bastille, c'est en 86, on a démarré avec Dupont-Bastille dans la rue de Charenton. Très vite, l'idée de monter des expos était pour moi complètement évidente. Parce qu'en fait, d'abord, je voulais aider les photographes, me faire connaître, évidemment, faire connaître le laboratoire. Mais comment expliquer qu'on est un bon laboratoire, qu'on travaille bien, qu'on est extrêmement qualitatif, qu'on est soucieux de moins de détails, qu'on est à l'écoute des photographes, si ce n'est en montant des expositions pour les photographes. Et ça a été un leitmotiv permanent de ma vie, de monter des expositions. C'est-à-dire de monter des expositions pour permettre à la fois de montrer un univers, un regard, une création, une créativité, etc. Et de montrer aussi un caractère, une personnalité. Donc l'un et l'autre allaient complètement de soi, mais il fallait, pour moi, montrer des images, des images qui en valaient la peine, bien sûr. C'était quelque chose de fondamental. C'était aussi important pour moi que le faire marcher de laboratoire. J'avais cette espèce de dualité qui permettait qu'il fallait faire évidemment gagner de l'argent, il fallait faire attention à tout, mais en même temps ça ne pouvait se faire que si on utilisait ces outils pour permettre aux photographes de s'exprimer. Et c'est pas facile pour eux. Bon, il y avait des photographes qui avaient du talent, qui étaient connus, etc. Bon, on parlait de Mondino tout à l'heure, mais il y en avait plein d'autres, il n'y a pas que Mondino. Mais ces photographes, soit ils faisaient des pubs, ils étaient reconnus comme photographes de pub, ou photographes ou de presse, ou de people même, mais finalement de reprendre leur boulot et de leur dire tiens, on va faire une expo de ton travail, ça c'était un truc qui moi me passionnait. Les expos avaient lieu dans vos espaces? Alors en général on faisait dans les espaces, oui, parce qu'il fallait, l'idée c'était de faire des expos au milieu du labo, puisque le labo était devenu il y avait toujours une grande salle où les photographes se réunissaient, donc très vite on les faisait chez nous. Et puis petit à petit, on a commencé petit à petit à être suffisamment référencé ou connu par les photographes eux-mêmes, tu vois, qui voulaient produire et montrer ce qui se faisait.
Et donc très vite, on a commencé à en faire pour plein d'autres organismes, que ce soit la maison de la photo, la MEP, mais aussi je l'ai fait pour le Javali, je l'ai fait pour le musée d'Orsay, je l'ai fait pour toutes les organisations qui voulaient, et puis les festivals qui ont démarré très vite aussi. Dans ces cas-là, du coup, c'était vraiment les photographes qui demandaient aux institutions, aux musées, ils vous recommandaient. Voilà, ils nous recommandaient parce qu'ils disaient, moi je travaille avec tel labo, ça serait bien qu'on travaille avec lui. Et effectivement, les organismes qui organisaient des expos, au départ, il n'y avait pas d'a priori. En fait, ils n'étaient pas vraiment... les choses étaient quand même relativement simples. On se présentait, on se connaissait, on faisait des prix, on voyait, puis il y avait tout de suite une approche qui était ouverte, qui était bienveillante. Moi, tout de suite, j'avais un contact facile parce que d'abord je connaissais bien le métier, je connaissais bien les gens, je connaissais bien les photographes. Puis j'avais une expérience formidable, je savais très très bien ce qu'il fallait faire très vite. Donc j'arrivais à proposer enfin, je rassurais les gens. En fait, ça c'est un peu drôle de dire ça, mais quand ils étaient un peu perdus, moi je savais quoi leur dire facilement, sans toute simplicité, en disant mais non, mais on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et même très vite, petit à petit, j'ai commencé à déborder de mon cadre, parce que j'ai commencé à dire oui, non, ça c'est pas bien, il faut faire comme ci, là ça va pas du tout, et même à regarder les images et dire bah attendez, ça n'est pas bonne, ça la meilleure. Par goût, par plaisir, je me suis impliqué dans la réalisation, mais en donnant des conseils. Quoi. Des conseils directement aux photographes? Aux photographes ou alors aux organisateurs. Même. Et des trucs, il leur a dit, mais non, attends, ça va pas du tout, un truc, il faut prendre comme ça. Bon, alors ils m'écoutaient plus ou moins, j'étais pas non plus directif, j'étais bien sûr prestataire. Oui. Mais ça me gênait pas de dire, non, là, je vous suggère de faire ça serait plus intéressant. Et par rapport au labo, donc c'était à peu près grossièrement un quart de photos pour des expositions ou entre guillemets des photographes et peut-être les 3/4 pour. Ouais, les 3/4, les deux, au moins les deux. Commercial, c'était le commercial. Les photographes eux-mêmes devaient représenter à peu près 20% du laboratoire et les expos, etc. C'était aussi 20%. Et vous avez vu une évolution par rapport à cette répartition? Jusqu'à présent, vous avez peut-être aussi un petit peu... Dans le cas de Dupont, c'est resté toujours à peu près dans cette proportion-là. Bon, moi, évidemment, je suis passé plus de temps avec les photographes et avec les expositions que où j'avais des personnes très compétentes qui suivaient ce qu'on appelait les grands comptes. Les gros clients, mais enfin, c'est moi qui allais aussi, hein, je lâchais pas le truc. Parce que je voulais pas qu'on nous pique les clients aussi. C'est un peu prosaïque, mais souvent c'était ça. Il faut on se méfier, pas par méfiance personnelle, mais parce que il fallait pas qu'un commercial il dise bon ben voilà, comme ce que j'avais fait en fait. Voilà, je voulais pas me laisser reproduire ce que moi j'avais un peu fait avec Publiphoto, puisque en fait quand j'ai quitté Publiphoto, j'avais déjà des gros clients, dont Chanel qui m'ont suivi tout le temps. Quoi. Et du coup, du rêve. Alors du rêve, c'est une aventure avec Annie Boula qui est ici mon associé. Et en fait, je me suis beaucoup impliqué dans les festivals de photos parce que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Et puis je savais que je voulais aussi préparer un peu l'après, quoi. Je savais qu'à un moment, le laboratoire, ça allait un peu, j'allais pas y finir ma vie. D'une part, et d'autre part, les circonstances ont fait qu'il y avait Annie qui avait son agence, qui s'appelait l'agence Cosmos, c'est une des plus grandes agences de photojournalisme, qui était ici même, et à côté, là, puisque leur bureau était à côté aussi. Et donc, quand j'ai connu Annie, j'ai dit, mais c'est vachement bien, cet endroit, on devrait faire une galerie. Bon, alors Annie, elle l'a fait pour l'agence Cosmos, donc c'était la galerie Cosmos pendant des années, pendant 15 ans au moins. Et puis, petit à petit, moi, quand j'ai commencé à penser à vendre Dupont et à essayer de faire autre chose, j'ai dit, Annie, on pourrait peut-être reprendre elle-même l'agence Cosmos, petit à petit, c'est amenuisé, enfin c'était très difficile, etc. Bon, bref, elle a fermé son agence. Et j'ai dit, reprenons tous les deux l'espace de Cosmos et faisons une galerie qui s'appelait Du Rêve. Alors, Du Rêve, pourquoi? Parce que quand j'ai vendu Dupont, ça m'a un peu fait mal au cœur de vendre le logo Dupont, qui était quand même une marque très, très
très très présente dans le milieu de la photo. Et du coup, je cherchais un mot en 5 lettres. Et j'ai trouvé. J'ai vu, c'est la même. C'est la même typo. C'est la même typo. J'ai mis le V en bleu. J'ai repris un peu en clin d'œil aussi pour m'identifier aussi au truc, pour qu'on sache que j'étais pas. Que c'est vous. Ouais, c'est ça. C'était un peu. Bon, mais c'est bien, je suis très content. Du rêve, ça va bien parce que c'est une galerie photo. C'est beaucoup de rêves aussi. Hein. C'est pas c'est quelque chose qui fait rêver en tout cas. Et pourquoi une galerie? Et puis comment vous avez commencé? Comment vous êtes entouré pour monter cette galerie? Parce que je pense que c'est pas si évident de passer. Non, c'est pas évident. Vous connaissiez les personnes, mais voilà, oui, comment s'est passé en tout cas les débuts? C'est pas l'avantage, c'est que je connaissais tout le monde. En fait, le milieu photo, je connais bien. C'est normal. J'avais donc Annie qui elle aussi connaissait le milieu depuis encore plus longtemps que moi. Qui était une référence, en fait, qui était connue, c'est une référence dans le milieu de la photo. Et puis j'avais une ancienne collaboratrice, Caroline Stein, qui est une fille absolument exceptionnelle que j'avais entre guillemets draguée, qui dirigeait Tendance Floue à l'époque, le collectif Tendance Floue. Et je lui avais dit, un jour, si tu veux changer, moi je suis prêt on peut travailler ensemble. Elle a accepté, et du coup elle a travaillé avec moi comme commerciale. Mais en fait, on était tous les deux axés sur les projets d'expo et d'édition. Donc avec Caroline, c'est très très bien passé. Puis quand Caroline, c'est la banque Neuflis qui me l'a piqué, si je peux dire, qui m'a soudoyé. Et pour diriger sa collection en photo. Et quand elle a quitté Dupont pour aller chez Neuflis, c'est ce qui est tout à fait bien. Enfin, j'étais ravi pour elle, triste pour moi, ravi pour elle. Mais pour essayer de garder le lien qui nous unissait, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je vais reprendre, on va monter du rêve et viens avec nous dans l'aventure, soit associé avec nous. Donc elle était acceptée. Et puis j'avais un ami que j'aimais beaucoup aussi, qui était directeur artistique chez Dior, qui s'occupait de Dior Parfum et qui avait des velléités aussi de changement, et il m'a dit lui aussi nous a rejoint. Donc on a fait avec Annie, Serge Estimé et Caroline Stein, on a pris cette galerie en main pour pouvoir présenter les photographes, enfin présenter le travail des photographes. Et puis ça nous donnait aussi une ouverture sur rester en activité, rester présent et pouvoir développer des nouvelles activités. Et les photographes, vous les connaissiez avant? Enfin, comment vous avez... Par exemple, ce photographe, Maxime Richet, vous avez vu, je l'ai rencontré à Perpignan. Il était en fait, il était le pauvre, il a été honni par tout le monde parce qu'en fait, il avait été engagé par le Miro qui est monté de briques et de broc, et c'était lui qui était le directeur photo de ce truc, de Miro. Et Miro, il est venu présenter le projet Miro à Perpignan. Tout le monde l'a insulté. Ça veut dire, on s'en fout de ce truc, c'est nul. Vous faites de l'ubérisation des photographes, ce qui était un peu vrai. Il le savait aussi. Mais moi, j'ai discuté longuement avec lui, j'ai essayé de comprendre le mécanisme, je voulais voir ce qu'on pouvait aller, tout n'était pas complètement idiot dans ce projet. Et puis j'ai vu qu'il avait levé beaucoup d'argent. Donc j'étais j'étais quand même admiratif, et je lui ai dit, mais peut-être qu'il y a des moyens de le faire participer à des expos, lui donner une image de marque différente de ce qui semble être. Et donc j'avais fait une approche. Et puis un jour j'ai revu, ça n'a pas marché, le reste dans mon Miro, il s'en foutait. Donc pas de projet ensemble. Mais un jour, Maxime il me dit, j'ai quitté Miro. Je dis, ça doit bien fait, c'est une bonne nouvelle. Et je redeviens photographe, et il me commençait à montrer son travail. Et puis le confinement est arrivé, je lui dis, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses si tu fais un truc sur le confinement, ça m'intéresse parce que je pense que c'est des photos qui vont rester, qui vont être pérennes, et c'est un moment dans la vie, dans une époque, il faut marquer Alors je savais qu'il n'y aurait pas qu'un photographe, je savais qu'il y avait beaucoup de photographes qui allaient le faire, mais je dis, j'aimais bien son style. C'est le moment. C'est le moment, j'aimais. Donc
pour l'inciter, je dis, si tu fais un truc bien, on fait une expo. Voilà, c'est ce qui est passé. Et vous avez un petit peu une idée du catalogue, entre guillemets, de photographes, ou alors pas du tout, et c'est vraiment au fur et à mesure des rencontres? Beaucoup au fur et à mesure des rencontres, beaucoup aussi avec des photographes que je connaissais. L'année dernière, on a montré Noël Kidu. Noël Kidu, c'est un photographe de presse qui avait sorti un livre magnifique sur la photo de presse. Noël Kidu, c'est un type absolument remarquable, et quand il a fait son bouquin, j'ai dit, non seulement on va faire une exposition, mais on va faire des signatures de livres. Et en fait, on n'a pas vendu beaucoup de photos, mais on a vendu beaucoup de livres. Mais c'était sympa. Voilà. Mais je suis fier de l'avoir fait, quoi, parce que c'était un beau travail. On a fait déjà aussi un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nancy Lester. Il avait sorti un bouquin sur une peuplade d'Éthiopie. J'ai trouvé ça vraiment très, très touchant. Donc, on a fait une exposition avec le livre, etc. Donc, de faire des opérations de promo, à la fois du photographe, de son œuvre, d'un livre éventuellement de l'édition, ça rend complètement dans. Et vous éditez les livres aussi? Alors moi, j'ai pas travaillé avec un éditeur. Oui, voilà, avec un éditeur. Mais personnellement, je l'ai fait une fois avec un grand photographe qui s'appelle Patrick Sir, que j'aime beaucoup, mais avec lequel on a fait un livre ensemble et ça s'est plutôt bien vendu, mais ça a été tellement compliqué que j'ai dit, c'est un autre métier, je ne peux pas m'y consacrer. Il fallait beaucoup d'argent pour être éditeur, il faut de l'argent. Vous voyez beaucoup de jeunes photographes et vous avez aussi une idée de ce qui s'est passé dernièrement. Est-ce que vous voyez des tendances dans la façon de faire de la photographie et de montrer de la photographie? Oui, bien sûr. Regardez, même les photos de Maxime Richer, c'est vraiment ça. Là, il a pris un parti pris de travailler non pas sur du film, mais sur du papier photosensible, de le mettre dans sa chambre 4-5 inches. Donc il y a un renouveau actuellement de la photo, un petit peu renouveau, une recherche de créativité et d'expression photographique à travers les vieilles techniques. Le film revient un peu à la mode, surtout beaucoup de noir et blanc du reste, mais le film revient à la mode. On peut pas dire que c'est un élément, on peut pas dire que c'est fondamental, mais c'est des tentatives qui sont intéressantes parce qu'en fait, il y a une recherche. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas tout jeter. Tu vois, on a travaillé beaucoup sur le film pendant des années, on a fait beaucoup de tirages d'après négatifs ou d'après positifs. C'était une vraie réalité. Les images étaient belles quand même. C'était intéressant. Rejeter une technologie parce qu'il y a une nouvelle qui est arrivée qui est beaucoup plus performante. Oui, mais pas tout rejeter. Il y a des choses qu'on peut encore, qui peuvent permettre à des qualités artistiques de s'exprimer selon des procédés plus ou moins anciens, plus ou moins, disons, dépassés technologiquement, mais qui ont quand même leur valeur intrinsèque. Bon, c'est ça, c'est des choses qui me plaisent. Et est-ce que, la question de la fin, est-ce que vous auriez des conseils pour quelqu'un qui voudrait être dans le milieu de la photographie? Est-ce que il y aurait des choses que vous auriez appris, quelques éléments durant votre carrière qui vous aident encore aujourd'hui? Alors je vais répondre à boutade pour faire. Je vais vous dire, d'abord il faut épouser une femme riche, ça simplifie les choses. C'est la boutade de Bardaoui. C'est vrai que quand on a moins de problèmes financiers, c'est plus facile. Bon. Mais ça, c'est pour tout, hein. C'est pas seulement pour la photo. C'est pas très élégant non plus. Bon, non, c'est une boutade. Mais, oui, il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est tout un état d'esprit. La photographie est un merveilleux outil de se découvrir soi-même, de découvrir les autres. Et là, il y a énormément de photographes qui deviennent photographes puis après qui abandonnent la photographie, même comme moi, par exemple, j'ai quitté la photo pour aller vers le labo. Et du labo, finalement, j'ai quitté aussi un peu pour aller vers la galerie, l'exposition, etc. Donc, en fait, la photo est un formidable outil pour guider sa vie, pour se diriger dans la vie. Et ça vous apprend à regarder, à écouter, à essayer de comprendre et à essayer de voir ce que vous pouvez faire dans ce milieu, quel qu'il soit, et quelles que soient les contingences. Et ça vous donne un peu de recul aussi par rapport à vous-même, par rapport à la société, par rapport à la problématique de la vie quotidienne.
Et ça, c'est un merveilleux outil qui est à plusieurs niveaux. C'est un outil à la fois un outil pédagogique, psychologique, intellectuel, artistique, etc. Mais moi, j'enseignerais la photographie à tous les élèves, enfin tous les enfants de France, pour au moins ça leur apprendrait déjà à regarder les autres, à se regarder, à essayer de comprendre et à voir qu'on peut faire des choses intéressantes avec son prochain, son voisin, son n'importe qui, son boulanger, son épicier, sa petite amie, évidemment. À l'époque, c'était un moyen de drague terrible, la photo. C'était les photographes utilisaient pour faire des photos de vous parce que la fille lui plaisait, quoi. C'était assez classique. Ça l'est sûrement encore, hein, je sais plus, mais ça l'est sûrement encore. Et puis, s'il y avait des jeunes photographes, ce que je dirais par contre, c'est très très difficile. C'est un métier très très difficile, beaucoup plus difficile que je pensais au départ. C'est un métier où il faut se renouveler, il faut être à la fois bon, avoir du talent, savoir l'exploiter, savoir attraper un style, avoir un style, le montrer, l'exprimer, rechercher des sujets en permanence, essayer de trouver des liens qui nous permettent d'accrocher les éditeurs des magazines. Et puis aussi savoir se vendre dans la publicité, essayer de trouver des regards, enfin essayer d'avoir un regard spécifique. Mais tant qu'on n'a pas un style, tant qu'on n'a pas une patte, c'est très difficile de se faire reconnaître, de se faire accepter d'une façon permanente. On peut vous donner du boulot, puis après on vous oublie, oui c'est bien, bon. Et il y a beaucoup de photographes maintenant qui ne trouvent pas de boulot, quoi. C'est terrible, c'est très très difficile. C'est un métier vraiment difficile. Donc du coup, vous conseillez d'être régulier et de continuer à... il faut être opiniâtre, il faut être habité. Vraiment, il faut être habité. Il faut vraiment croire à son travail, à son talent, croire à ce qu'on fait. Il faut être imaginatif, créatif. Il faut toujours amener des nouvelles images. Il faut pas lâcher. Et en fait, l'œuvre, elle se fait au bout de il faut 10 ans pour être un peu connu. Et 10 ans à faire des prises de vue, à montrer ce qu'on fait, à faire le tour des rédactions, à faire le tour des éditeurs, à faire le tour des galeries aussi, parce que des fois, on peut marcher en photo en tirage d'art, hein, ça existe aussi. Et puis il faut être culotté, il faut aller voir les gens, il faut faire beaucoup de photos, il faut travailler tout le temps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut pas passer trop de temps derrière son ordinateur, parce que c'est pas derrière son ordinateur qu'on fait les photos, c'est dans allant sur le terrain. Et ça demande de l'argent. Dès que vous sortez, il faut payer le bus, le taxi, on doit transporter du matos. Enfin, c'est compliqué quand même. Super. Bon, on va terminer sur ces conseils. Alors. Je voudrais pas être trop pessimiste, hein, mais c'est quand même un métier difficile. Hein. Franchement, ça prend 10 ans de se faire connaître, c'est un minimum. Et bon, il y a des exceptions, hein, mais en gros, ça prend 10 ans. Mais c'est un métier qui est formidable, parce qu'en fait, vous remplissez votre vie avec bonheur, quoi. Quand vous faites ce que vous aimez, c'est rien de mieux. Mais dans quoi que ce soit, c'est pas forcément lié à la photographie, mais faire ce qu'on aime, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans la vie, quoi. Il faut se faire. Moi, c'est ce que je dirais, en fait. Faites ce que vous aimez, mais faites-le à fond. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!